Chers écrivains, bienvenue. Vous venez de pousser la porte du club où on discute d'écriture sans filtre. Je m'appelle Chris Vuklizevic, je suis autrice et j'ai réuni avec moi dans ce club 4 de mes amies écrivaines. Ensemble, on discute sans tabou de nos inspirations, de nos méthodes, mais aussi de nos doutes, de nos galères, bref, de tout ce qui fait la fabrique littéraire sans cacher ses côtés les moins glamour. Alors prenez un thé chaud, attrapez votre meilleur plaid et bienvenue au club. Et bienvenue à la 15e réunion du club. Je suis comme d'habitude avec Laetitia. Salut. Laure. Hello. Léa. Coucou. Et Marie. Hello. Alors ce soir, on va parler d'un thème que je pense on a tous eu un peu en tête à un moment ou à un autre. C'est est-ce que j'abandonne, est-ce que je laisse tomber mon projet en cours, ou voire l'écriture carrément, pour aller vers d'autres projets ou pour aller vers un autre roman, une nouvelle idée qui me donne envie. Comment est-ce qu'on sait quand il faut arrêter? Est-ce qu'il faut persévérer? Voilà, c'est toutes les questions qu'on va se poser ce soir. Mais avant ça, comme d'habitude, on va parler un petit peu de ce qu'on a écrit ce mois-ci, si on a réussi à écrire ou pas, comment on a avancé. Et après ça, je vous conseillerai un contenu qui donne envie d'écrire. Alors les filles, ce mois-ci, d'ailleurs dernier mois avant la fin de la saison, puisqu'après cet épisode, il n'y en aura plus avant la rentrée prochaine. Donc d'ici là, petite parenthèse pour nos auditeurs, si vous avez des épisodes à rattraper, profitez-en pendant l'été, puisqu'il n'y a pas d'épisode jusqu'au début septembre. Et puis pensez à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait remonter le podcast de plus en plus. Vous êtes très nombreux à être arrivés ces derniers temps. Chaque fois que je fais en dédicace, en salon, il y a toujours au moins une personne qui vient me dire qu'elle écoute le podcast et que ça l'aide à l'écrire, ça la motive. Et d'ailleurs, petite anecdote, ce week-end, j'étais à Lyon pour une dédicace. Et une auditrice qui se reconnaîtra m'a dit qu'elle écoute le podcast avec son groupe d'amis d'écriture. Donc voilà, c'est trop chou. Un truc méta, une mise en abîme. Et qui disait d'ailleurs que c'était trop cool qu'on ait chacune des postures assez différentes par rapport à l'écriture, des filles qui écrivent plus, dont c'est quasiment le métier, d'autres qui écrivent beaucoup moins, c'est juste le loisir, et que justement c'était ça qui apportait de la richesse parce que ça fait que d'un épisode à l'autre, on peut aussi s'identifier à l'une ou l'autre d'entre nous. Donc voilà, je profite pour vous remercier aussi toutes les 4 d'avoir été avec moi toute l'année, d'avoir accepté le projet pour toute cette première saison. C'était trop cool. Et puis normalement, si tout se passe bien, on remet le couvert l'année prochaine. Bon, maintenant, commençons pour de vrai. Alors, les filles, qu'est-ce que vous avez fait ou écrit, ou pas écrit d'ailleurs, ce mois-ci? Laure, tu disais que tu as eu surtout pas mal de boulot. Ouais, c'est ce que je disais un petit peu en off, juste avant qu'on commence. D'ailleurs, juste avant qu'on commence, je voudrais faire un petit mea culpa. Je vais essayer de couper mon micro à chaque fois que je tousse. Malheureusement, je suis un peu malade. Si jamais je n'ai pas le réflexe, si jamais il y a une toux qui reste au montage, ce sera moi. Mais donc oui, c'était un mois super chargé côté boulot, une année anniversaire qui se terminait au mois de juin, pas mal d'événementiels. Clairement, il n'y avait pas du tout de place pour l'écriture. Je le savais en voyant le mois de juin venir. Et là, j'ai assez hâte parce que j'ai 3 semaines de vacances, dont une semaine où je n'ai rien de prévu. Donc, j'espère pouvoir prévoir un peu de l'écriture là-dedans. On s'en reparlera à la fin août pour savoir si j'ai pu tenir mon petit pari. Ouais, Letty. Moi, j'ai très envie de savoir où en est Léa de son pari. Et oui, c'est vrai que la dernière fois, Léa, tu nous as dit que tu avais comme objectif le 28 juillet, je crois. Ouais, c'est exactement ça. Et ouais, ça tourne, ouais. Et d'ailleurs, Mal m'a fait rire parce qu'elle m'a dit, de toute façon, je t'empêche de regarder la suite de ta série si ce n'est pas arrivé à un endroit acceptable. Parce qu'il faut savoir que dès que je termine un chapitre, je lui lis. Donc du coup, elle sait très bien où j'en suis, etc. Enfin bref, c'est très drôle. Et j'ai quasiment, j'ai fini je suis en train de travailler sur le chapitre 6 de ma partie 2, qui fait 10 chapitres. Et je pense qu'il y aura, je l'avais déjà dit au dernier épisode, je crois, mais je vais rajouter une partie parce que clairement, j'arrive pas à raconter tout ce que je veux raconter dans les 3 parties que j'avais prévues initialement. Donc, il y aura 4 parties et je suis hyper inspirée, j'écris vachement vite en ce moment, voilà. Voilà, donc j'espère que je vais continuer sur cette lancée et que j'aurai peut-être fini ou en tous les cas que je serai arrivée quasiment au début de ma dernière partie fin juillet. Le suspense est intense. Merci. Et toi, Laetitia?
Alors, moi, la dernière fois, donc, du coup, je vous avais raconté que Léa avait bêta lu le roman. J'ai intégré, enfin, du coup, on en a beaucoup parlé et j'ai réécrit une partie du roman en fonction de ses recommandations précieuses. Et j'ai envoyé à 2 nouvelles personnes, 2 copines lectrices, pour avoir leur point de vue, plus justement de lectrices en fait. J'aimerais bien qu'elles me disent s'il y a des passages qu'elles aiment bien, des personnages qu'elles préfèrent à d'autres, enfin voilà, pour essayer de voir si ça fonctionne en gros. Et en fonction de leur retour, bah, il y aura encore sans doute un dernier travail à faire, quoi. Mais c'est bien avancé. Trop bien. Bravo. Et je garde Marie pour la fin parce que je sais que ça fera une bonne transition avec la suite. De mon côté, j'ai reçu les retours de mes bêta lectrices. Je crois que c'était pas encore le cas la dernière fois. Et sur mon 3e roman. Et voilà, j'ai eu le temps du coup de retravailler selon les suggestions qu'elle m'avait faites. Ce qui était marrant, c'est qu'il y avait des choses qui convergeaient et d'autres choses qui divergeaient. Parce qu'on est donc dans une romance fantasy et il y a les lectrices, surtout de romances, qui se fichent bien que la bataille finale fasse 30 pages et qui veulent qu'on aille vite au bisou final. Et les lectrices, surtout de fantasy, qui disent oui, enfin ta bataille quand même, elle est un peu rapide, un peu facile, ce qui est vrai. Donc voilà, il faut jouer aussi un peu avec les retours des bêta lectrices et voir à quel public ça s'adresse tout simplement. Et donc j'ai envoyé le manuscrit à mon éditeur. Ça, c'était un grand soulagement. Qu'il a lu. Bravo. Merci. Qu'il a lu et qui m'a dit que voilà, ça tenait très bien la route et que donc voilà, a priori c'est parti et ça devrait paraître premier semestre 2024. Donc je suis contente. Je vais me consacrer à d'autres projets. Et d'ailleurs, on peut le dire aussi à nos auditeurs, on part toutes les 5 et avec aussi quelques +1 fin juillet, une semaine en vacances. Et ça va être cool parce que je pense qu'on enregistrera peut-être un épisode justement de rentrée là-bas et puis ça nous fera aussi des bonnes plages d'écriture en commun. On pourra avancer, se motiver tout ensemble. Carrément. Et toi, Marie, où en es-tu? Alors, moi, en fait, pour faire un petit update de ce qui s'est passé en juin, donc en gros, depuis le début de ce podcast, je suis sur un projet, le nom c'est Projet Archi du Sèche-Chaussette, en gros, pour le dire rapidement. Et en fait, vers fin mai, j'ai décidé d'abandonner le projet parce que j'avançais pas, que j'avais plus aucune motivation et que j'en avais marre tout simplement. Donc, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai arrêté ce projet-là. Et j'ai rebasculé sur un projet complètement en roue libre, un peu une sorte de nouvelle feuilleton. Et en fait, le principe, c'est que j'écris sur carnet et je ne sais pas ce qui se passe. Enfin, je n'ai aucun plan. J'ai juste la situation initiale qui peut se répéter à l'envie si j'ai envie d'écrire d'autres nouvelles avec ce personnage et cette situation. Et le principe, c'est d'y aller vraiment en mode freestyle complet, pas de plan, pas d'étrubie, rien. Et du coup, j'ai écrit quelques pages. Là, c'est très agréable. Je l'ai écrit dans des parcs et tout le soir. Donc, du coup, ça m'a fait vraiment un vrai, comment on dit, courant d'air frais. Je sais pas si une bouffée d'oxygène. Bouffée d'oxygène, de me dire vraiment réécrire à l'écrit. En fait, je trouve que c'est pas la même expérience d'écriture. Donc, ça m'a fait vraiment du bien, même si je sais absolument pas ce que ça vaut, mais en tout cas, je m'amuse bien. Et j'ai aussi fait un petit truc à côté. J'ai créé une page Insta sur toutes les nanofictions que j'écris depuis 3 ans. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'à force d'en écrire, il y en a certaines que j'ai fait pendant le Writeober. Donc, c'est un défi d'écriture, une micro-nouvelle par jour. Et en fait, ça fait 3 ans que je le fais. Donc, en fait, je me suis rendu compte que j'en avais quasiment plus d'une centaine en stock. Et je me suis dit, plutôt que de les partager en story en mode privé et que ça disparaisse au bout de 24 heures, autant les compiler dans une page et puis que ça fasse une sorte de petite bibliothèque pour ceux qui ont envie de lire ça. Donc, j'ai créé ça, c'est tout frais, c'était la semaine dernière. Ça s'appelle Quick Tales. Et voilà. Et je vais aller voir Quick Tales, donc Quick, rapide et Tales. De toute façon, je mettrai le lien dans la barre de description de la vidéo YouTube parce que c'est intéressant. On voit à la fois ce qu'on peut faire en 120 signes, c'est ça? Alors, c'est un tweet, donc je crois que c'est 280 caractères. Donc, on voit ce qu'on peut faire en tout cas en moins de 300 signes à partir. Donc, toi, tu avais une contrainte à la base, un prompt, un thème. Mais je pense que ça peut aussi faire office de justement de petites situations de départ pour des gens qui ont envie de s'exercer, juste d'écrire
quand ils n'ont pas d'idée, juste pour faire des petits exercices d'écriture, de prendre tes micro-fictions et d'en faire justement, je sais pas, des nouvelles. Utiliser Ouais, ça. ouais, c'est un très bon d'exercice sous contrainte et d'écriture sous contrainte, pardon. Et c'est très satisfaisant en fait parce que comme c'est assez rapide à faire, très vite on a une petite compilation de textes. Là où on met 3 fois plus de temps à écrire un chapitre, ça change de rythme et moi ça me fait du bien. Donc voilà. Mais d'ailleurs, quand tu écris ces nanofictions, tu dis, mais 3 fois plus de temps pour écrire un chapitre, alors qu'un chapitre, c'est plus que 3 fois plus long. C'est pas Oui, en parce vrai, oui, que je minimise le truc. Ouais. mais il y a quand même du temps et de la réflexion, je pense, pour que ça rentre justement, faire rentrer un univers, un personnage dans une forme si courte, non? Bah, en fait, ça dépend vraiment des thèmes. Il y en a certaines que je trouve très vite, d'autres, je les laisse un peu mijoter quelques jours. Ça dépend. C'est plus rapide qu'un chapitre, ça c'est sûr. Ouais. Ça, c'est Hélas. Eh ben, écoutez, du coup, rendez-vous début septembre pour savoir où en sont nos projets, si Léa a-t-elle réussi ou non à atteindre son pari, Marie a-t-elle encore abandonné un nouveau projet, pourra-t-on enfin lire la fanfiction sur les De Bridgerton l'or. de l'or. J'y compte bien. Moi, j'espère, dans notre semaine de vacances fin juillet, avoir droit à quelques extraits. Ça serait vraiment un beau cadeau d'anniversaire. C'est clair. Sans pression, sans pression. En plus. Et juste avant de passer au contenu qui donne envie d'écrire, Laetitia, tu as un salon dans l'été, je crois. Oui, tout à fait. Si vous êtes du côté de Cherbourg, je serai à un salon du livre qui est autour de l'imaginaire et qui est le 25, 26 et 27 août. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, à passer. Ça va être super. Et de mon côté, moi, je serai le 11 et 12 août à Saint-Étienne-de-Tinée. Donc, c'est dans l'arrière-pays niçois, justement, où se passe mon roman. Donc, voilà, je pense qu'il y aura surtout des vacanciers, à vrai dire. Mais si jamais vous êtes en vacances par là, eh ben, pareil, passez me voir. La recommandation qui donne envie d'écrire, eh ben, j'ai envie de recommander ce compte Instagram qu'on est plusieurs à connaître ici, c'est celui de Cassie Neverland. Ouais. Donc c'est Cassandre Lambert qui est autrice, qui a notamment écrit L'Empire des femmes et qui sur son compte Instagram, pareil que je vous mets en description, fait notamment des petites BD hilarantes sur vraiment la vie d'auteur, d'écrivain. Elle fait ça un peu en bonhomme bâton, en noir et blanc, avec des dessins hyper naïfs. Mais vraiment, ses textes sont super drôles, je trouve, et bien choisis, très justes à chaque fois. Et là, la dernière qu'elle a fait, par exemple, c'est sur les tables rondes, vue du point de vue des auteurs. Et c'est très drôle parce que aux Imaginales, elle a fait plusieurs tables rondes, dont une, je crois, qui était vraiment, vraiment très compliquée. Et on en a fait une aussi à la fin ensemble, où on était toutes les deux sur une table ronde avec d'autres auteurs, autrices. Et là, par exemple, sur les tables rondes, la question qu'on lui a posée, c'était « Est-on vraiment heureux si on est conditionné à être heureux ?» Ça fait réfléchir. Avec écrit en petit. Pas peu fière de celle-là, quand même. Vraiment l'animateur qui s'est dit. Mais ouais, voilà, donc j'étais pas prête pour un oral de philo. Pourquoi j'ai accepté de parler en public? Ça va faire 5 secondes de silence. Il faut vraiment que je dise quelque chose. Pourquoi mon cerveau est vide? Et vraiment, je trouve que ça représente tellement bien ce qu'on vit quand on est de l'autre côté. Il y en a sur plein de sujets. Il y a les auteurs avant une parution, qu'est-ce qu'on ressent, les tropes dans les romans, le rangement version lectrice, les étapes d'une séance d'écriture. Donc voilà, c'est à la fois un petit peu instructif ou éducatif sur l'écriture et en même temps hyper humoristique. Donc c'est Cassie Neverland. Pareil, je le mettrai en description. Et passons donc à notre thème du jour. Quand abandonner? Est-ce qu'il faut laisser tomber parfois? Est-ce que ça fait partie du processus d'écriture? Parce que donc c'est Marie qui nous a proposé ce thème. Vous comprenez pourquoi si vous avez écouté juste avant ce qu'elle disait sur ses projets actuels. Et ce que Marie nous a dit et qui est juste, c'est qu'en fait on est hyper biberonné dans tous les conseils d'écriture, à des conseils voilà, du style écrire tous les jours, aller au bout de son projet, c'est hyper important. Alors que beaucoup d'auteurs et de grands auteurs ont abandonné, ont laissé plein de textes sur le côté. Donc, est-ce que le processus créatif, parfois, c'est pas aussi des projets avortés?
Ou est-ce qu'il faut forcément écrire chaque projet jusqu'au bout ou se laisser séduire par les sirènes du roman d'après? Comment est-ce qu'on sait, voilà, si on est en train de laisser tomber par peur d'avancer, parce qu'on se sent pas compétent et que c'est dommage de laisser tomber, ou est-ce qu'on est en train de s'acharner sur un truc qui en vaut pas le coup? Voilà un peu les questions qu'on va se poser. Laure, je crois même que tu avais une citation de Stephen King à nous faire, dont tu voulais nous faire part dans cette introduction. Je voulais vous partager. Non, ouais, en cherchant, en faisant un petit peu des recherches pour préparer, je suis tombée sur cette citation, alors que j'ai traduit un peu rapidement, donc voilà, mais qui disait, c'est un peu comme essayer de naviguer sur un grand océan avec un petit bateau. Il y a de grandes vagues et le risque de se faire submerger est toujours là, surtout si vous travaillez comme moi. Moi, je n'ai pas les grandes lignes, tout dépend de l'histoire qui se déroule devant moi, et parfois, j'ai dû laisser le bateau couler. Un petit... genre, Ça, c'est une citation de pur jardinier, ça. Ouais, voilà. Un petit côté jardinier chez Stephen King, mais... Alors, tout de suite, le risque auquel on pense quand on se pose cette question, c'est oui, mais en fait, si on abandonne, ben, le risque, c'est qu'on ait juste un cimetière de début de roman avorté dans ses tiroirs et qu'on n'arrivera jamais au bout d'un seul projet. Laetitia? Je pense que je peux avoir une médaille et une grande expertise dans ce domaine. Puisque je pense qu'il est peut-être pas nécessaire de rappeler à tout le monde, mais j'ai quand même une histoire un peu particulière, moi, avec moi, ce sujet, il me trigger de ouf, en fait, moi. Non, en fait, moi, j'avais, pendant des années et des années et des années, ça a été mon énorme problème, en fait. J'écrivais des débuts d'histoire et j'écrivais jamais la suite. Pourquoi j'abandonnais? Il y avait un milliard de raisons, en fait. Je trouvais que c'était plus une bonne idée, je trouvais que c'était nul, je savais plus où j'allais. Est-ce que c'était un manque de confiance en moi? Est-ce que c'était vraiment objectivement que certaines idées étaient nulles? Peut-être un peu des deux. En attendant, ça m'a aussi entraîné à écrire de très bons débuts, j'imagine, puisque un éditeur m'a repéré sur 3 chapitres uniquement. Donc, quelque part, je me dis que toutes ces tentatives avortées ont servi à quelque chose et du coup m'ont un peu forcé à écrire le reste du livre, quoi. Léa? Ouais, moi, tu disais, est-ce que c'était nul? Est-ce que c'était parce que je trouvais que j'avais plus de bonnes idées? Moi, je vois surtout, du coup, aujourd'hui, là où t'en es, que c'était aussi un problème de technique, peut-être un peu, et que t'as absorbé plein de choses de technique d'écriture et que t'as enfin réussi à aller jusqu'au bout d'un projet. Et voilà, je me dis que c'était peut-être ça aussi qui te manquait, et peut-être qu'il y a des gens qui n'arrivent pas aujourd'hui dans nos auditeurs à aller au bout d'un projet. C'est peut-être pas forcément la technique qui leur manque, c'est peut-être d'autres choses. Mais en tous les cas, cet aspect technique, je le trouve hyper intéressant parce que je pense que ce truc un peu de cambouis, d'étudier comment ça fonctionne, une structure narrative et tout, c'est peut-être ce qui manque à beaucoup de gens qui n'arrivent pas à aller au bout de projet. Et c'est en ça où ce conseil de, t'en parlais au début, Chris, ce conseil de écrire un peu tous les jours, on nous conseille souvent ça. Et pour avoir fait beaucoup de trucs créatifs, dans le sens où j'ai fait de la musique, je dessine, j'écris, je l'ai toujours entendu pour tout, hein. C'est le conseil de base qu'on te donne pour tous les trucs un peu artistiques. Franchement, j'ai fait du violon pendant 10 ans, c'est impossible, hein. C'est impossible de faire un truc tous les jours et de s'y tenir. Et je suis même pas sûre que ça te fasse progresser tant que ça et que ça te fasse aller au bout des choses. En tous les cas, je pense pas que si tu le fais, ça sera forcément satisfaisant ou efficace pour toi de le faire. Voilà. Moi, est-ce que... Vas-y Marie, tu vas ajouter un truc peut-être. Non, mais vas-y, termine. C'est juste, ça me faisait penser à quelque chose. Non, bah vas-y. J'avais plus rien de... En fait, c'est un peu l'opposition qu'on voit souvent entre la technique et puis le flow créatif. Et ce que tu disais à Laetitia sur le fait que, par exemple, elle avait peut-être du mal à dépasser la technique du Linky Pit parce qu'il lui manquait la technique narrative sur tout le reste. Moi, ça me faisait penser à, je sais pas si vous avez lu Et l'imagination prend feu de Christelle Dabos. Et en fait, elle raconte un peu sa bio d'auteur, en fait, comment elle s'est lancée dans l'écriture et qu'est-ce qui a fait naître La Passe Miroir. Et je trouvais ça super intéressant parce que elle racontait qu'avant le projet de La Passe Miroir, elle avait un autre projet qu'elle vraiment, elle avait tout structuré, elle avait le concept, elle avait le ton, elle avait le petit, la tonalité de l'univers, elle avait tout bien structuré. Et en fait, elle avait commencé à écrire et elle se rendait compte que c'était chiant comme la pluie
Et finalement, elle a eu juste l'idée d'Ophélie, je crois, pour la passe miroir. Et en fait, c'était juste un tout petit élément qui a lancé la passe miroir, qui s'est débobinée un peu comme une pelote, un peu en mode flow créatif de fou. Et elle s'est lancée dans la passe miroir vraiment sur cette impulsion-là. Donc des fois, c'est marrant parce que j'imagine que ça dépend des gens. Il y a des gens qui manquent de cette technique pour se lancer et d'autres qui, justement, sont trop enfermés là-dedans. Et le projet meurt d'avoir trop de cadres, en fait. C'est intéressant d'avoir les deux pôles. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Je pense effectivement, enfin, comme vous avez dit, ça rejoint la citation de Stephen King au début, qui lui, justement, manquait de cadre. Je pense ce qu'il dit, de technique. Il n'avait pas les grandes lignes, tout se déroulait devant lui, et finalement, il a dû laisser le bateau couler parce que ça allait nulle part. Et lui, peut-être que voilà, il avait besoin justement de structurer davantage pour pouvoir avancer et pas s'enfoncer dans la boue, de commencer à construire. Et d'autres, comme tu dis, au lieu que ça fasse des marches pour avancer, ça leur fait des barreaux, quoi, et ça les bloque. Donc, mais ça, je pense qu'on peut le découvrir si on est dans un cas ou dans l'autre qu'en essayant, en fait. Comme tu disais aussi, Laetitia, et comme tu disais, Léa, sur les projets de Laetitia, que le fait d'écrire encore et encore et encore des débuts de romans, bah, peut-être ça fait que justement, t'as découvert ce qui te convenait mieux, en fait, aussi. Oui, c'est ça, exactement. Ben, je pense que moi, pour le coup, c'était un peu l'inverse de ce que décrivait Marie, mais du coup, c'est ce que vous avez compris, quoi. C'était, j'avais effectivement plein d'idées, enfin, vraiment plein d'idées, et j'imaginais vraiment les scènes dans ma tête et tout. Mais je savais pas où j'allais, et comme tu dis, je manquais de technique, je manquais de structure, enfin, ouais, Ce qui m'a vraiment débloqué, moi, pour le coup, c'est de savoir un peu plus où j'allais, et ouais, d'avoir c'est vraiment, ouais, presque, enfin, c'est assez juste comme mot, la technique, quoi. Est-ce que vous êtes toutes dans ce cas-là à avoir, un peu comme Laetitia, plein de débuts de romans dans les tiroirs qui ne verront jamais le jour? Ou est-ce que vous êtes du genre à aller au bout d'un roman quand vous le commencez? En fait, moi, je me rends compte, là, le projet Chaussette, comme nous l'appelons, c'est un des rares que j'abandonne, alors qu'il y a déjà, enfin, en vrai, je l'ai pas abandonné, je l'ai repris il y a genre la semaine dernière, donc voilà, mais en parallèle avec d'autres projets, mais on pourra en parler plus tard. Mais c'est un des rares romans que j'avance autant et que j'ai planté en plein milieu. D'habitude, je suis assez rapide, enfin, j'ai l'impression que, ou alors je suis assez rapide, ou alors je veux vraiment aller jusqu'au bout. Mais pour le meilleur et pour le pire, hein, parce que il y a des romans que j'ai terminés qui n'étaient pas foufou, mais souvent j'ai l'impression que j'ai pas 10 000 histoires en même temps et que j'en ai une à la fois et que, en tout cas avant quand j'étais ado et puis jeune autrice, je déroulais ça et après je passais à l'idée suivante. Et toi, Léa? Moi, j'ai un rapport qui est beaucoup plus plaisir et comment dire, quand j'écris, surtout quand j'écris de la fanfic, en fait, bon là je travaille sur un projet original en ce moment, mais avant j'écris beaucoup de fanfic et j'avais un rapport qui était très décomplexé à l'écriture, c'est-à-dire que j'ai fait des brouillons, des drafts de plein de scénarios différents et j'ai abandonné en cours de route, j'ai écrit un chapitre 1, j'ai laissé tomber, juste parce que ça me faisait kiffer en fait. Et j'avais pas ce truc, ce rapport au projet de me dire ah faut absolument que j'aille jusqu'au bout, j'ai un truc à accomplir. Je faisais jusqu'à ce que ça arrête de me faire kiffer, je laissais tomber, je passais à autre chose. Et j'ai pas un rapport de ah vraiment c'est terrible, j'aurais dû aller jusqu'au bout et tout. J'ai un rapport assez décomplexé à ça. Par contre mes projets originaux à moi, ouais, enfin là, celui sur lequel je suis, ça me ferait chier de le laisser tomber. J'ai envie d'aller jusqu'au bout parce que j'ai envie d'essayer de me prouver à moi-même que je peux aller jusqu'au bout, en fait. C'est pas le même rapport à l'écriture, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense qu'en fonction de ce que j'écris, j'ai pas ce même rapport à l'abandon, en fait. Voilà. Parce que j'y mets sans doute pas les mêmes choses de moi dedans, quoi. Voilà. Et toi, Laure? Franchement, je suis entièrement d'accord avec ça. Je le dirais probablement pas aussi bien que Léa qui vient de le dire. Mais pareil, j'ai 1 milliard de trucs est-ce qu'on peut appeler ça même des projets? Si, il y en a qui sont des projets, il y en a où c'est juste 3 lignes, où c'est juste une idée d'une vague scène. Dans tous les fandoms dans lesquels je suis plus ou moins tombée, donc il y a du Star Trek, il y a du Gundam Wing, il y a du Harry Potter. Enfin voilà, j'ai un gros dossier qui s'appelle le Purgatoire et j'ai plein de dossiers Word dedans. Voilà. Et de temps en temps, par plaisir, j'en rouvre un, je relis un peu, je me dis tiens, il y avait peut-être un truc là-dedans, est-ce que j'écrirais pas 3 lignes? J'ai écrit 3 lignes, je referme le fichier, ça m'a fait plaisir, je passais une bonne demi-heure et voilà.
Et là où je suis d'accord aussi, c'est pareil sur les projets originaux, là où on commence à mettre un peu plus d'énergie, un peu plus de soi, de réfléchir vraiment à des choses, il commence à y avoir un challenge qui est un peu différent et un rapport au texte qui est un peu différent. Mais là aussi, pareil, dans le Purgatoire, pour le coup, le fameux, il n'y a pas que de la fanfiction, il y a aussi, je pense qu'il y a 20 idées originales, plus ou moins avancées, de quelques pages. Voilà. Mais tu penses qu'elles sont elles sont en enfer et tu les reprendras jamais, ou il y a quand même une chance qu'un jour tu les reprennes? Le Purgatoire, ça peut durer très longtemps. Mais Moi, si je propose que tu les envoies à un concours. J'en prends une au pif. mais c'est pas forcément des débuts, tu vois, c'est un peu ça parfois le problème aussi, tu vois. Mais si, il y en a où c'est des débuts, mais ouais, je sais pas, pour le coup, c'était un des trucs sur lesquels je suis tombée aussi pareil en cherchant un peu un conseil d'un mec sur Reddit, toujours Reddit, voilà, mais qui disait de ne jamais abandonner en fait de façon définitive, de laisser toujours une porte ouverte, et que des fois, des années après, tu revisites un truc et tu dis ah tiens, est-ce que je réutiliserais pas ça ailleurs, ou je ferais pas une fusion de deux projets, voilà. Et je vais tousser, je coupe mon micro. Alors moi, j'ai pas la toux, mais je sais pas si on l'entend, j'ai le groupe de jazz du bar du coin. On n'entend rien. Donc, non, ça va, on n'entend pas. Pardon Marie, je t'ai coupé pour dire ma connerie, t'allais dire quoi? Qu'est-ce que j'en ai? Ah oui, et pour rebondir sur ces projets qui sont abandonnés et qu'on peut retrouver plus tard, c'est un peu ce qui est arrivé aussi à Stephen King, ces petits bateaux qui coulent. Le bois finit par remonter à la surface pour faire une petite métaphore navale. Et il y a des projets qu'il a repris alors que le premier draft, il l'avait mis dans un tiroir, quoi. Donc il faut garder ces débuts d'histoire. Je sais pas quel rapport vous avez avec vos premiers jets, mais moi je jette beaucoup. Et des fois, on a déjà parlé, Marie, et ça me stresse de ouf. Il ne faut pas. Moi, je dirais qu'il faut que vous gardiez vos vieux drafts parce que, comme dit Marie, vous n'êtes pas à l'abri. Enfin, moi, si j'avais pas gardé les miens, les gars, j'aurais pas été publié chez La Martinière, quoi. Non, il faut garder les vieux drafts et ça puis comme l'or, ou faire comme l'or, c'est marrant de retomber dessus, de relire ça quelques années après. C'est trop dommage de les jeter, quoi. Marie, oui, qu'est-ce que tu veux dire pour ta défense? Puis on peut les relire avec un œil plus frais, plus neuf, et se dire ah mais en fait l'idée était bien, ou c'était pas si mal écrit, parce que des fois quand on allait dans le guidon, on noircit des fois un peu le tableau. Mais oui, il faut garder ces bruits. Moi, j'ai ouvert ma Dropbox là, mon dossier création au pluriel qui remonte à 2007. Et je me rends compte qu'en fait, je pense jusqu'à 19-20 ans, j'écrivais beaucoup justement de débuts de romans que je laissais tomber parce que juste, il y avait une idée qui me plaisait, j'écrivais un début ou un bout d'histoire, et après j'avais une autre idée, je laissais tomber. Et je ne sais pas si c'est avec un passage à l'âge adulte et une notion de maintenant il faut que je fasse quelque chose de ma vie et il faut que je fasse quelque chose de mon écriture, mais je me rends compte qu'après ça, j'ai surtout des nouvelles terminées ou des poèmes, parce qu'après j'ai fait les ateliers poétiques de la Sorbonne, donc j'écrivais beaucoup de poèmes, et des projets plus courts, mais au moins terminés, et qu'en fait, le seul début de roman que j'ai écrit à ce moment-là, je suis restée dessus pendant 10 ans, et j'ai pas lâché le morceau, et il s'est transformé et tout, il en est quasiment rien resté à la fin, mais je l'ai complètement retravaillé pour en faire Dernier jour d'un monde oublié, qui a en fait été mon premier roman tout court et mon premier roman publié. Wow. Donc je sais pas, je pense qu'il y a aussi parfois un rapport un peu productiviste ou à l'écriture, de se demander pourquoi en fait est-ce qu'on veut absolument terminer un projet. Je pense qu'il y a parfois de quoi se prouver à soi-même qu'on peut le faire, comme tu disais Léa, ou vraiment l'envie de raconter une histoire jusqu'au bout. Mais est-ce que des fois il n'y a pas aussi ce truc de si je vais pas au bout, j'aurais perdu du temps dessus, ou je ferai rien de ce truc que j'ai commencé à produire. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais? Ah, c'est marrant. Ouais, je vois de fou. Moi, franchement, pas du tout les trilogies Les Marie sont pas d'accord. Vas-y, Marie, commence, je dirais ce que je suis trop d'accord parce que les trilogies que j'avais écrites, moi, vraiment, c'était plutôt sur les tomes 2 ou 3. Moi, j'avais vraiment l'impression de m'acharner sur une chose morte, un truc mort, inerte, et vraiment à me dire, mais t'as commencé, tu t'es lancé dans cette trilogie, donc
faut aller au bout. Et pour moi, le truc ne vivait plus, le truc était... Et du coup, bah voilà, ouais, il y avait vraiment ce truc de jusqu'au boutiste. Et je vois tout à fait le truc. Ouais. Et en même temps, une fois que c'est fini, bah voilà, tu as ton projet complété et tu te dis, bah j'en ai chié, mais au moins, c'est fini, c'est bouclé, je suis un peu libérée, je peux passer à autre chose. Et c'est une sorte de... C'est comme... Ouais, c'est une sorte de réussir à passer le col, quoi. Laetitia, ça te faisait... T'avais envie de poser une question? Non, oui, juste dire, en plus, dans le cas de Marie, tu avais des lecteurs. Enfin, je sais Oui, pas, en plus, j'imagine aussi, ouais. c'est pour ça T'as que, des enfin, attentes, ouais. c'est quand même en te voyant galérer que moi j'ai écrit des one-shots, hein. Ah oui, J'ai bien vu, genre vraiment, quand tu te lances dans une trilogie et que t'es édité et que t'as publié le tome 1, bah, enfin, il y a des gens qui attendent le 2 et le 3, quoi. ouais, ouais. Georges, si tu nous entends. Voilà, C'est clair. Franchement, et je ne raconte pas les gens qui se lancent dans 7 tomes. oh là là. Léa, toi, c'est un truc qui t'est complètement étranger. Bah, ça m'est pas complètement étranger non plus parce que en écoutant Marie parler, je me disais ouais, mais moi aussi j'ai quand même un peu ce rapport à mon projet actuel. J'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout et je veux me prouver quelque part que je suis capable de le faire. Après, j'ai pas trop ce truc de productivisme dont tu parlais, tu as utilisé ce terme, mais c'est ça où je me suis dit ouais, j'avais jamais pensé à ça comme ça en fait. Moi, je me suis jamais dit ah, j'ai pas envie d'avoir perdu mon temps à faire un truc. Parce que pour moi, à partir du moment où j'écris, et ça peut même juste être 3 lignes d'une fanfiction, 3 lignes d'un autre projet que je finirai jamais, pour moi, c'est pas perdre mon temps, c'est quand même faire quelque chose, peut-être faire un tout petit exercice d'écriture qui va me permettre de développer quelque chose d'autre dans mon projet. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais utiliser un exemple concret. Par exemple, il a fallu que je fasse la description d'un lieu dans mon roman il y a pas longtemps, dans un de mes derniers chapitres. Et en fait, j'avais vachement de mal à écrire vraiment ce que je voulais. Je voulais qu'il y ait un espèce de truc symbiotique entre l'architecture et la nature, vu que c'est un peu un des thèmes, le mélange nature-culture, c'est un peu un des thèmes de mon roman. Et j'arrivais pas à écrire ce que je voulais, en fait. Et du coup, je me suis amusée à faire plein de petits exercices de style. Donc, entre guillemets, j'ai perdu du temps à faire ça. Mais vu qu'après, je m'en suis servie pour faire ma description finale, pour moi, c'était pas une perte de temps de faire ça. Alors, vous me direz... C'était dans un objectif. Bah ouais, mais tu vois, des fois, c'est genre, ça va être, j'écris, genre, j'en sais rien, 5 lignes d'une fanfiction et je la continuerai jamais en fait. Mais je me dis pas, ah, c'est une perte de temps, t'aurais pas dû faire ça, t'aurais mieux fait de bosser sur un autre projet. Un peu comme, je sais pas, quand je dessine, par exemple, des fois, je fais des petits croquis d'études anatomiques. Je me dis pas, oh non, t'aurais dû bosser sur une aquarelle géante au lieu de faire ces espèces de petits trucs. Enfin, Et la Ouais, mais t'as trop raison, en vrai. je sais pas si c'est vraiment ce que tu voulais dire, Chris, ou pas. Je suis pas sûre, mais ça m'a fait réagir, quoi. Oui, complètement. Mais je pense qu'il y a, selon les périodes de la vie, selon les projets, selon les gens aussi, on peut être drivé par le process ou drivé par l'objectif qu'on voit au bout. Tu vois, je pense que, j'imagine, hein, je suis pas sportive, mais j'imagine qu'il y a des sportifs qui sont drivés parce qu'ils adorent aller à la piscine tous les jours. Et quand ils gagnent la compète, ben, c'est la cerise sur le gâteau. Et il y en a, ils détestent aller à la piscine tous les jours, mais ils se lèvent quand même, ils se forcent parce que ce qu'ils veulent à la fin, c'est gagner la compétition. Et je pense pas que l'un soit meilleur que l'autre, mais je pense qu'il y a des manières d'être drivé aussi, d'atteindre ses objectifs. C'est Carrément. juste qu'il y en a un qui va peut-être prendre plus de plaisir tous les jours que l'autre. Moi, je pourrais pas, hein. Faire juste pour la médaille à la fin, j'aurais jamais. Mais je pense que tu sois drivé par le but ou par le process, il y a de toute façon des jours où tu dois te forcer, en fait, où t'as juste pas envie. Ouais, ça, je suis d'accord. Et Oui. Et ça, c'est un truc aussi que tu apprends en écrivant, c'est que c'est pas parce que t'as pas envie et c'est pas parce que tu prends aucun plaisir à écrire ton texte que d'une part il faut abandonner et que d'autre part ce que tu fais là c'est mauvais. Ce sera peut-être un texte mauvais, mais ce sera un texte dans un ensemble d'autres textes. Et du coup, c'est un jalon qu'il faut poser de toute façon pour arriver au mot fin. Et puis des fois, c'est pas si horrible, ça dépend. On est mauvais juge quand on écrit à chaud en fait, quand on n'a pas envie aussi. Parce que oui, il y a forcément des passages qu'on aime moins écrire, il y en a d'autres. Les batailles finales, moi, c'est vraiment le truc. Ah ouais, putain, je déteste aussi. C'est chiant. Il faut absolument mettre un climax, il faut écrire des scènes de combat, c'est une galère pas possible à écrire. Enfin, vraiment. Mais je suis complètement d'accord. Et c'est drôle que tu dises ça. Alors, du coup, parenthèse, ça n'a pas grand-chose à voir. Mais j'ai discuté ce week-end avec le libraire de Lyon où j'étais invitée, enfin, dans la librairie duquel j'étais invitée, et qui me dit, mais alors voilà, j'ai lu ton premier roman, et c'est vrai que la fin et
ça accélère vachement. Bon, en gros, ce qu'il voulait me dire, c'est t'as rushé la fin, ça va beaucoup trop vite. Et en fait, en discutant avec lui, je me suis rendu compte que je détestais écrire les fins. Et Ah, que, en les fait, fins pour moi, c'était pas pour ça que j'écrivais. Enfin, c'est bon, j'ai écrit ma scène que je voulais écrire, où je suis arrivée un peu à la fin de tous mes personnages, leurs arcs narratifs, ça va, on a compris où ça va. Et ben maintenant, non. Il faut juste écrire parce que tu sais qu'en tant que lecteur, c'est satisfaisant d'avoir cette conclusion de chaque arc qui prend son temps et tout. Et moi, la première, hein, en tant que lectrice, si c'est rushé, je suis pas contente du tout. Mais je trouve ça chiant à écrire. Laetitia, t'es pas d'accord? Si, je suis assez d'accord. C'est juste que tu peux faire des fins à la Aurélie Weinstein. Mais tu Et coupes tout alors, d'un coup. Ouais. pas tous ces romans, mais je sais qu'il y a certains romans qui s'arrêtent où tout n'est pas complètement bouclé, quoi. Enfin, comment dire, ça s'arrête un peu. Et ça, c'est très bien. Ben, c'est très bien parce que, par exemple, même au cinéma, moi, je sais que quand il y a le climax final où ils vont se péter sur la gueule, mais moi, ça me saoule de regarder ça. En fait, c'est vraiment le passage obligé. Et même en tant que spectatrice, moi, je prends aucun plaisir à regarder ça. Du coup, moi, j'aime bien, en fait, pour ça, les romans de Aurélie Weinstein parce que c'est efficace, quoi. Il n'y a pas une bataille parce qu'il faut qu'il y ait une bataille. Elle réussit à contourner le truc et c'est assez malin. Mais sinon, je te rejoins tellement sur le fait je vous rejoins sur le fait que je déteste aussi écrire les batailles de fin. D'ailleurs, dans Le Serment des traqueurs, mon éditeur m'a fait réécrire, je me souviens. Enfin, voilà, il m'avait dit, alors il n'y a pas assez d'enjeux là, clairement, c'est censé être la bataille finale. Il va falloir rajouter quelques lignes et pimper tout ça, quoi. Ouais, mais tout ça pour dire que même quand on écrit un roman entier, il y a des formes de semi-abandon au milieu. C'est genre, bon là, je sais que je suis censée écrire 30 pages de bataille, mais vraiment la flemme. Petite ellipse. Tu fais comme Tolkien dans Bilbo le Hobbit avec... C'est la plus grande arnaque de l'histoire de la fantasy quand même. Ah oui, c'est bon. Donc oui, la flemme est bien présente parfois, même quand on arrive à la fin. Ouais. Mais alors, comment est-ce qu'on choisit, comment est-ce qu'on sait, grande question, hein, je ne sais pas si on aura la réponse ce soir, mais comment est-ce qu'on sait si on est en train d'abandonner pour de bonnes raisons, entre guillemets, et dans ce cas, quelles sont les bonnes raisons, ou si on est en train d'abandonner, comme on disait, parce qu'on n'a pas confiance en soi, parce que la flemme, et comme disait Marie, c'est le col à passer pour arriver à son objectif et qu'on n'arrive pas à se discipliner. Comment on sait, est-ce que vous avez un peu des idées de critères en tête qui pourraient aider à choisir est-ce qu'on s'arrête ou pas? Moi, c'est une phrase que j'aime bien, c'est qu'une bonne idée, c'est une idée qui s'accroche. Donc, moi, par exemple, là, mon projet Chaussette, je l'ai abandonné 2-3 semaines. Et en fait, quand même, l'idée, elle était quand même toujours un peu là. Et je me disais quand même, ce serait dommage de pas développer cette idée-là qui me plaît. Donc, moi, ce serait un peu mon critère de... Mais comme quoi, des fois, quand vraiment on n'en peut plus, qu'on n'a pas d'espace mental pour ça, qu'on est fatigué, des fois, moi, ça m'est déjà arrivé sur le tome 3 des Rumeurs d'Issard aussi, de juste se dire j'abandonne, mais vraiment, premier degré, je le pense vraiment. Et finalement, on se rend compte qu'une fois qu'on a fait un peu le vide et qu'on a laissé passer un peu de temps, on n'en a pas si marre que ça et l'envie, elle est quand même un peu toujours là. Laetitia? Bien, Marie fait partie de mes maîtres Jedi de l'écriture parce que j'avais écrit exactement. Cette phrase n'est pas de moi, mais je sais pas qui l'a dit cette phrase. Une bonne idée, c'est une idée qui s'accroche. Mais c'est pas Stephen King, justement, je crois que c'est dans l'écriture qui dit ça. Cet épisode est sous le patronage de Stéphane. Mais je crois que dans l'écriture, Stephen King, il dit que lui, il ne note jamais ses idées parce que justement, si c'est une bonne idée, elle va s'accrocher et que si c'est une mauvaise idée, il va l'oublier. Il a trop confiance en lui, j'adore. Moi, je me fais pas du tout confiance, mais oui. Mais en tout cas, ouais, moi j'ai la même. Enfin, du coup, moi en tout cas, c'est Marie qui m'avait dit ça et c'est sûr. Enfin, du coup, je reprends, désolée, toujours le même exemple, mais le Serment des traqueurs, en fait, il y a un personnage qui s'appelle Eina, qui est un personnage qui date de mes histoires de collège, en fait. Et j'avais écrit une histoire avec ce personnage d'abord qui était un personnage secondaire d'une histoire. Ensuite, au collège, j'avais voulu écrire son histoire à elle. J'ai écrit 40 000 débuts, aucune fin. En 2017, j'ai écrit ces fameux 3 chapitres que j'ai ensuite repris pour le concours publié en 2022, quoi. C'est fou. Enfin, c'est vraiment, pour moi, en tout cas, la preuve que les bonnes idées, effectivement, elles restent, quoi. Ouais. Et je trouvais ça hyper intéressant ce que tu disais, Marie, sur le fait que finalement, c'est aussi en te disant, vas-y, c'est bon, j'abandonne,
que l'envie l'envie revient. Et tout à l'heure, je vous écoutais un petit peu dire, voilà, parfois il faut, enfin, il y a ces moments où, entre guillemets, on se force et c'est pas forcément parce qu'on n'y prend pas de plaisir que du coup c'est pas bien ou que quand on va le relire après, on se rendra pas compte qu'il y avait des choses à gagner. Mais je trouve ça hyper dur. Enfin voilà, après c'est de nouveau ce truc de est-ce qu'il faut écrire tous les jours, est-ce qu'il faut se forcer à écrire, est-ce qu'il faut muscler le muscle même quand on n'a vraiment pas envie de le faire. Et je trouve je trouve ça intéressant malgré tout que finalement, après s'être beaucoup forcé, bah, quand on se dit, bah, c'est bon, je lâche, on écrit un peu autre chose, on écoute une autre sirène qui nous a chuchoté à l'oreille, et ben là, en fait, l'inspiration et l'envie d'écrire sur la première idée revient. Et je trouve que c'est hyper précieux aussi, enfin, ça sert peut-être à rien de s'enfermer dans quelque chose en se disant, bah, vraiment, il faut que j'écrive ce truc, faut que je me le prouve à moi-même, si on n'a plus du tout de plaisir à le faire. Enfin, peut-être il faut être indulgent aussi avec soi-même et se permettre aussi de nourrir sa créativité ailleurs ou de prendre une pause, quoi. Enfin, voilà. Ouais, des fois, laisser passer du temps, c'est la meilleure des choses quand on n'en peut plus de quelque chose, en fait. La dimension envie, elle est hyper importante aussi. Ouais. Parce qu'on dit beaucoup qu'il y a du travail, qu'il y a de la technique, et c'est vrai, mais c'est aussi, enfin, on écrit tout aussi avant tout parce qu'on aime ça en fait, parce que on a envie de déployer des univers et tout, et si on se force vraiment trop à faire vivre une histoire, alors qu'au fond nous, bon bah, on n'y est plus trop, bah c'est quand même un peu triste. Oui, je pense qu'il faut arriver à distinguer enfin, pour moi, il y a deux sortes d'envies aussi. Il y a l'envie émotionnelle, genre, ah, vraiment, ça me fait sourire, ça me fait plaisir quand je m'y mets. Mais parfois, il y a des envies où tout ton corps et tes émotions te disent non. Mais au fond de toi, tu as quand même cette envie, encore une fois, de raconter cette histoire. Ouais. Et je pense que parfois, ça peut valoir le coup de se forcer. Après, si sur le moyen terme, je sais pas, ça fait 2 mois, 3 mois que t'écris, chaque fois que t'écris, c'est vraiment une purge et que t'écris tous les jours et que tu prends plus aucun plaisir, oui, il faut peut-être se poser la question. D'une pause, ouais. Ouais, voilà. Prendre le temps que l'idée te manque pour que tu aies envie d'y retourner. Exactement. C'est ça, et c'était un des conseils aussi sur lesquels je suis tombée, c'est en fait quand il pense plus, quand t'es pas en train d'écrire, c'est peut-être le moment de faire une pause aussi, quoi. Si la petite idée s'accroche pas à toi dans tes moments où t'es pas véritablement devant ton écran à écrire, c'est peut-être que qu'il faut la laisser vivre un peu et revenir vers toi plus tard, quoi. Après, j'ai une parenthèse développement personnel, attention à faire. C'est hyper intéressant. Alors, je vais vous parler d'un truc, désolé de nos chers auditeurs, qui n'a rien à voir, mais vous allez voir s'il y a une logique et il y a un lien. En fait, je vis avec quelqu'un qui fait de l'e-sport à très très haut niveau, qui joue, enfin qui jouait parce que c'est plus le cas maintenant, mais tous les jours pendant 2 heures un sport de compète sur son ordi à très haut niveau, qui s'appelle Rocket League. Et il y a plein de gens, notamment des gens qui s'intéressent à ça, à la compète d'e-sport, qui constatent que quand les joueurs stagnent et ont l'impression de ne pas progresser et de ne pas monter dans les classements, parce qu'il y a des classements très très complexes avec tous les jours, avec tous les matchs qui se font au niveau mondial. C'est en fait à ces moments-là qu'après tu as un pic de croissance et de progression. Et donc, où je veux en venir avec ça, c'est que c'est quand tu as l'impression que tu vas jamais y arriver, que tu galères le plus, que tu n'en vois pas l'issue, que vraiment que tu fais tous les efforts de la Terre et que tu ne progresses pas, que en fait, tu progresses le plus. Et pour le cerveau, c'est hyper difficile à concevoir. Mais visiblement, enfin, d'après ce que les gens disaient, c'est vraiment prouvé que c'était dans ces moments-là, en fait, où c'était le plus dur et où tu avais l'impression de ne pas t'en sortir, que en fait, tu faisais le plus de progrès. Et je trouve que ça fait réfléchir. En tous les cas, ça te donne à se dire que les moments où on galère vraiment, on a l'impression qu'on est en souffrance, un peu comme ce que Christelle décrivait tout à l'heure, où voilà, ça fait peut-être 2 mois qu'on est devant l'ordi et qu'il n'y a rien qui sort et qu'à chaque fois qu'on s'y met, c'est une purge. Bah, c'est pas du tout agréable, mais rétrospectivement, peut-être qu'après une petite pause ou après peut-être avoir switché sur un autre projet, on se rendra compte qu'en fait, ça nous a fait vachement progresser. Alors après, il y a un juste truc entre est-ce que vraiment ton bien-être, enfin, faut plutôt préserver ton bien-être et ta santé mentale, entre guillemets, vis-à-vis de ta passion, ou est-ce que tu as envie de continuer à être dans ce truc de galère? Je sais pas, c'est à chacun de décider, mais c'était intéressant en tous les cas. Ouais, carrément. De performance. Mais je pense que c'est global. Enfin,
par exemple, quand on fait du sport, on sait que c'est quand tu n'en peux plus, que genre Oui. ton corps il te dit non, je veux plus me lever, que tu commences à brûler des vraies calories et du gras et que tu commences à voilà, que ça commence à être efficace quoi. Ouais, c'est valable pour des techniques qui sont pas que corporelles et pour le cerveau aussi. Enfin, c'est ça que je trouvais qui était intéressant. Ouais. Carrément. Après, est-ce que choisir de persévérer ou de s'arrêter, je pense que c'est vraiment se poser la question de ses motivations profondes, quoi. Est-ce que, si tu fais ça vraiment juste pour le plaisir, que tu n'as aucune ambition d'être publié, aucune ambition de finir une histoire et que tu prends pas de plaisir, forcément, est-ce que le process s'aligne avec ton objectif, quoi? Ou si au contraire, ton but, c'est d'arriver au bout, d'être publié, de finir juste au moins un roman, et ça peut valoir le coup de se forcer un peu. Après, c'est vrai que créer, ça épuise aussi. Il faut prendre le temps de se nourrir, je pense. Et oui, justement, des fois, de faire des pauses, d'aller se nourrir ailleurs, de lire, de regarder des films, de penser à autre chose. Enfin, il y a ce mythe de l'entrepreneur qui bosse et qui, en fait, a l'idée de génie dans la douche ou aux toilettes. Mais en plus, je crois que vraiment ça, pareil, neurologiquement, c'est prouvé que vraiment ton cerveau fait des connexions. Dans les rêves, par exemple, la nuit, quand tu le laisses au repos, en fait. Oui. Mais parce que tu as bossé avant dessus. Et sur le fait aussi, tu disais, si t'as pas d'ambition, voilà, c'est pourquoi est-ce qu'on écrit, et si t'écris dans l'idée d'être publié, de faire un roman, et voilà, de l'envoyer dans une maison d'édition, et d'être dans le top list des best-sellers, sans en arriver là, mais juste de publier ton roman. Je pense aussi que des fois tu peux te dire voilà, il faut vraiment que j'arrive à tout prix au bout d'un roman, et peut-être que c'est trop tôt, trop gros, trop vite, et que peut-être aussi et j'y pensais aussi quand on se parlait de qu'est-ce qui motive sur le sportif d'aller tous les jours ou juste de gagner la médaille. Et je me dis que parfois aussi en écriture, t'as besoin de petits trucs de motivation, de j'ai mené un truc à bien, j'ai fini une petite histoire, j'ai fini un poème, j'ai fini une petite fiction, j'ai écrit 2 pages, c'était juste les 2 pages que je voulais écrire. Et je me dis peut-être tu t'es lancé dans un roman où chorale avec 10 personnes, peut-être qu'en fait c'est un projet un peu trop ambitieux, et peut-être d'abord écris un peu autre chose et tu reviendras plus tard à cette idée, mets-la de côté peut-être et reviens-y plus tard, quoi. Oui, tu as carrément raison. Je crois que c'est Lionel Davoust dans Procrastination qui racontait que là, la saga sur laquelle il est, Les Dieux Sauvages, il n'aurait jamais pu l'écrire plus tôt dans sa carrière, en fait. Comme tu dis, il y a aussi, effectivement, quand on est un jeune auteur, qu'on n'a jamais réussi à finir un roman, se lancer direct dans une saga en 7 tomes, c'est peut-être un peu ambitieux, effectivement, quoi. Flag. Et même un roman, en fait, écrire un roman, c'est dur, quoi. C'est déjà ambitieux. Voilà. Ouais. Et on parlait, au début d'épisode, on parlait de la motivation, de est-ce que c'est parce que tu veux avoir la médaille, ou c'est juste parce que tu aimes bien faire tes longueurs dans la piscine. Et moi, je pense que l'édition, je sais pas, vous me donnerez votre avis. Je pense qu'en fait, pour plein de gens, l'édition, il y a la reconnaissance symbolique, mais aussi, c'est un peu la ligne d'arrivée qui acte que tu as franchi le truc. Et je pense que les concours d'écriture, on est 3 sur 5 à avoir été publiés là-dessus. C'est vraiment un énorme booster de motivation. Pour moi, je sais que c'était vraiment la ligne d'arrivée, tu as une deadline, tu l'envoies. Et moi, ça m'avait donné un coup d'extra de fou pour terminer mon roman à l'époque. Je sais pas comment vous l'aviez vécu, vous, les filles. Vas-y, Laetitia. Ouais, mais moi, ça marche pas trop parce qu'au final, j'ai gagné un concours avec un roman pas écrit. Et alors, ça m'a boosté dans un sens, mais une fois que j'ai eu gagné, donc c'est encore plus bizarre. Non, parce que Le pouvoir de la lune, Lou et le pouvoir de la lune, c'était. Oui, mais je l'ai pas écrit pour le concours du tout, en fait. Oui, mais tu l'avais quand même. T'étais quand même en train de l'écrire quand il y a eu le concours. Non, je l'avais fini. Ah, tu l'avais fini. Je pensais donc, en fait, moi, ça marche pas trop pour moi cet exemple, mais par contre, je suis d'accord. Je pense que je vois plein de gens qui se motivent de ouf sur Insta et tout parce qu'ils voient des deadlines de concours. C'est clair. Ouais. Ça donne une deadline. Comme Léa s'est mis une deadline, se mettre une deadline, ou un éditeur qui te donne une deadline. Finalement, moi, j'ai plus vécu ça, du coup. C'est hyper motivant. Là, pour le coup, tu te bats pour l'objectif, quoi, pour la ligne d'arrivée. Vraiment, ça resserre un peu la temporalité, et tu t'es plus
à tourner des phrases 10 000 fois dans ta tête quand t'as pas de deadline et tu te mets un enjeu sur chaque paragraphe parce qu'il faut que ce soit bien écrit et tout. Là, t'as une date d'arrivée, donc t'y vas et puis finalement, ton travail est plutôt égal à ce que tu aurais produit en plus de temps, avec plus d'hésitation. Peut-être ça aussi. Après, pour revenir à ce que disait Laure sur peut-être que c'est pas le bon projet, que c'est encore trop tôt, moi, je pense que ça revient au problème de technique dont on parlait au début. Mais parfois, on peut se dire, je veux finir un roman, mais est-ce que je dois finir ce roman? Est-ce que c'en est pas un autre, en fait, sur lequel je dois aller jusqu'au bout? Et on peut avoir tendance à s'acharner, je pense, sur un projet qui est pas parti sur de bonnes bases, qui tient pas la route de toute façon, et on peut aller jusqu'au bout, mais il sera pas... Si le but, c'est qu'il soit lisible, ce sera peut-être pas le cas, quoi. Et ça, des fois, ça peut être utile, d'arriver à être honnête avec soi-même et tout simplement essayer de regarder le roman de manière objective, justement le laisser reposer, peut-être le faire lire à 2-3 personnes qui seront assez courageuses pour nous dire la vérité, le reprendre et se dire, voilà, est-ce qu'il y a vraiment objectivement quelque chose qui vaut le coup que j'aille au bout ou pas? Encore une fois, si on a envie d'en faire quelque chose, de lu par les autres et tout, on peut juste avoir envie de raconter son histoire et voilà, sans critère de qualité derrière ou quoi. Ouais. Après, si ça te fait kiffer, tu peux le prendre comme exercice, te dire vas-y, j'y vais au bout parce que c'est pour terminer un roman. Exactement. Le fait de le terminer me servira et ça servira à l'idée 2 qui sera peut-être meilleure. Moi, c'est ce que je me dis. Hein. Je travaille exactement comme ça. Alors, tu as parfaitement résumé mon état d'esprit sur mon projet actuel. Je pense que d'arriver au bout d'un roman, je sais que moi, après, c'était plus facile pour le deuxième. Et je l'ai écrit sans savoir que le premier, je l'ai commencé en tout cas, sans savoir que le premier allait être publié. Donc, c'était pas le côté validation extérieure, mais de me dire, je suis capable d'aller au bout. Au bout d'un roman. C'est bon, je sais comment on fait, j'ai galéré, j'ai vu ce que je devais pas faire, j'ai vu ce qui marchait pour moi. Je peux repartir et de manière beaucoup plus sereine. Ça m'a pris 10 ans, c'est bon, j'en ai appris des choses. Il y avait d'autres conseils, je pense, Laure, que tu avais vus. Est-ce que tu voulais nous en parler là-dessus, sur comment distinguer justement s'il faut abandonner, s'il faut passer à autre chose? Ouais, il y a des choses dont on a déjà parlé. Après, c'est des trucs qui rejoignent un petit peu. Tout à l'heure, on en parlait, mais pas sur le même axe, sur le truc de est-ce que ça vaut le coup de se faire souffrir? Et on a parlé du fait de galérer sur un projet, mais il y avait... je suis tombée sur un conseil aussi que j'ai trouvé assez juste, dans le sens où si ça fait trop mal parce que ça réveille des choses, c'est peut-être pas la peine non plus de vouloir écrire absolument ça. Dans le sens où... Et je pense que celles qui parmi nous ont reçu des manuscrits en maison d'édition, on en avait déjà parlé, qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent en mode « c'est mon histoire, je vais vous raconter mon traumatisme ». L'écriture n'est pas avec ses droits. Je me moque alors qu'on est sur un sujet sérieux, quoi, mais que voilà, l'écriture est pas une thérapie non plus en tant que telle et que ça sert peut-être à rien d'ouvrir les blessures, voilà. Et je trouvais ça intéressant. Je pense que ça peut totalement être une thérapie. Après, effectivement, c'est un autre travail que d'en faire un roman pour l'édition. Pour les éditions, voilà, je pense qu'il y a effectivement... C'est ça. Oui, ça peut être complètement cathartique, mais après, si on veut le faire lire à d'autres, il faut refaire un travail, mettre de mise à distance. De mise à distance, ouais. Et puis vraiment, si ça fait trop revisiter des trucs affreux, peut-être que oui, on se dit que c'est cathartique, mais que c'est peut-être pas le bon... peut-être que ça vaut pas le coup, en fait. C'est marrant. Pardon, vas-y, Laetitia. Je sais qu'il y a des gens qui en ont besoin, qui vraiment ça aide, tu vois. Ça dépend, Ouais, ça dépend des gens, c'est ça, carrément. Moi, je sais que maintenant, j'essaie de marcher justement à l'inverse et de me dire, si ça remue quelque chose, c'est peut-être justement que c'est par là que je dois aller. S'il y a quelque chose de vrai à explorer, d'authentique. Alors, ça ne veut pas dire que je vais me faire ma psychothérapie sur le papier. Justement, je me dis, qu'est-ce qu'il faut que je travaille à côté? Qu'est-ce que ça réveille en moi comme thématique profonde que je vais pouvoir ensuite déverser dans le roman, peut-être de manière plus métaphorique et justement romancée, ou en tout cas... comment dire, de manière plus romanesque, quoi. Donc, ça me faisait penser. C'est hyper intéressant. C'est, là, on retourne sur les trucs adolescents, mais moi, quand j'écrivais beaucoup, c'était sur un forum avec des adolescentes, et il y avait aussi vachement un truc de s'entraîner vers le bas, c'est-à-dire s'entraîner dans le mal-être et écrire sur des choses hyper profondes. Non, mais voilà, on le dit en souriant, mais on avait qui se scarifiait dans le lot.
Et enfin voilà, je pense qu'il y a aussi un truc de, c'est peut-être, enfin voilà, c'était dans ce sens-là. Oui, si tu le fais juste que ça remue, c'est comme écouter de la musique triste alors que t'es déjà triste. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était un peu C'est un un double truc, tranchant. de regarder Ouais. comme nous sommes mal dans notre peau. Mais, Oui, si le but dans votre écriture, c'est que ce soit thérapeutique, de raconter un événement traumatique, etc., et que c'est plus douloureux que cathartique, peut-être, voilà, faites une pause, Mm. Et, effectivement. et après, on avait déjà un peu parlé, mais voilà, il y avait des gens, enfin voilà, c'était un peu les conseils de si vous avez des retours, enfin si vous enchaînez un peu des retours sur votre texte qui sont un peu genre, lâchez-le peut-être. Voilà. Oui, on en avait déjà un petit peu parlé. Ouais, d'être un peu objectif, si on veut que ce soit lu, encore une fois. Et je crois que Oui. tu as vu une petite anecdote sur l'autrice de Cinder, enfin, des Ouais, chroniques bah, littéraires. en fait, c'était un autre conseil que je trouvais hyper intéressant, d'autant plus que je pense que je serais absolument incapable de faire ça, mais vraiment incapable. C'est des gens, enfin voilà, ils parlaient du fait d'abandonner un projet, enfin ou en tout cas d'être dans un projet et de se dire en fait c'est de la merde, mais il y a quelque chose au départ de ce projet qui est bien, donc je reprends l'idée ou quelque chose et je recommence de zéro. Et je suis hyper admirative de l'idée parce que je pense que j'arriverais pas à me débarrasser complètement de ce que j'ai fait. Et c'est en effet, je sais pas si vous saviez, du coup, moi je l'ai appris là, mais que c'est le cas pour Cinder de Marissa Meyer, donc les chroniques lunaires, c'est ça en Oui, français c'est ça, ouais. Et qu'en fait, elle a écrit pendant les nanos. Et qu'en fait, elle a écrit Cinder, Scarlett et le début de Cress comme ça. Et en fait, elle a tout réécrit après et finalement, elle a gardé que la structure globalement ou certains éléments, mais elle a vraiment complètement repris un Word vide, vierge pour Wow. repartir. Et je suis très admirative de l'idée. C'est très courageux. Ouais, Faut vraiment y tenir à son idée, quoi. Se dire, s'il y a un truc, Ouais. je le sens. Et pour le coup, elle a eu raison. ouais, c'est clair. Et Mais... après, il y avait dans le même, un peu dans le même fil, il y avait des conseils aussi de peut-être, voilà, si on se dit j'abandonne ce projet parce que voilà, mais qu'on a envie d'en garder un peu quelque chose, il y avait des conseils de par exemple twister le genre euh, pour en faire, voilà, enfin pour redonner un peu un nouveau souffle, ou bien combiner des éléments de plusieurs histoires, ça on en avait un petit peu parlé aussi, donc voilà. Ne jetez rien. Genre, Ouais, mais ça me fait penser justement quand je faisais des ateliers poétiques à la Sorbonne, il y avait une fille, à chaque fois elle faisait des poèmes et il y avait à chaque fois un poète et un professeur de littérature qui animait et à chaque fois elle lui disait non ça va pas et elle arrivait pas à comprendre pourquoi non ça va pas, il faut que tu recommences de zéro et tout. Et je me rappelle très bien encore à ce jour, je me rappelle même plus de ce que moi j'avais écrit, mais je sais que elle avait écrit un long poème et dedans il y avait une image, c'était les queues de cerises. Et lui avait dit, eh ben, tu vas tout supprimer, tu gardes que les queues de cerises et tu réécris un poème à partir de ça. Donc c'est marrant, voilà, ça me fait penser à ça, d'arriver à trouver la pépite, le truc, la bonne idée dans ce que tu as écrit pour repartir de zéro. Ouais. Après, en l'occurrence, Marissa Meyer, si elle les a écrites pendant les Nanovrimo, donc juste on rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est 1 mois en novembre d'écriture, d'émulation collective, où le but c'est d'écrire 50 000 mots en 1 mois. T'as pas l'impression, je pense, d'avoir perdu trop de temps dessus. Si à C'est chaque vrai. fois tu y as passé juste 1 mois C'est vrai. et que tu t'es amusé, bon, c'est pas très grave de repartir à zéro, je pense. Alors que c'est beaucoup plus dur, justement, je pense, d'abandonner un projet quand ça fait 2 ans, 5 ans, 10 ans que t'es dessus. Là, la question se pose vraiment, est-ce que j'ai perdu du temps, quoi? Et la perte de temps, ça n'a pas été du temps productif. Productif, ou je pense que... Oui, C'est jamais une vraie question qui se pose au-delà de la productivité. technique. Ouais, bien sûr. Non, mais ça, c'est quand tu arrives à prendre du recul. Oui, j'ai travaillé sur ma technique et tout, mais moi, je me mets vraiment à la place de quelqu'un qui a bossé des années sur un projet qui n'arrive pas à aller au bout ou qui n'arrive pas à trouver preneur du côté de l'édition. Il y a vraiment de quoi déprimer, de se dire, attends, j'ai quand même sacrifié des week-ends, des soirées et tout pour écrire sur ce truc qui, peut-être, à la fin, va rien donner. Alors, certes, j'ai pris du plaisir sur le coup, mais il y a quand même ce poids, je pense. Voilà. Si c'est votre cas, vraiment, j'ai une énorme compassion envers vous. Il y a ce fameux syndrome de l'objet brillant. Le fait, tu es en train d'écrire ton projet, tout va à peu près bien, c'est sur des rails, et une
petite idée qui apparaît, une petite étincelle qui prend de plus en plus de place, qui éclipse le projet numéro 1 et qui donne envie de l'abandonner pour aller écrire ce nouveau projet. Et il y a des écrivains qui enchaînent comme ça les objets brillants et qui se retrouvent finalement avec plein de débuts de romans. Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes familière ou pas? Et si oui, comment vous gérez ça? Alors moi, je J'ai l'ai un dossier qui s'appelle Purgatoire. Pardon. C'est moi, Marie. Non, bah moi du coup c'est ce que j'ai expérimenté ce mois-ci. Vraiment, j'en avais marre, j'ai vu cet objet brillant, cette situation initiale, j'ai allez, on plaque tout et on y va. Et sinon, alors moi je sais pas si c'est votre cas, mais moi j'ai des objets brillants, mais justement je n'ose pas y toucher parce que j'aime tellement l'idée dans ma tête que j'ai pas envie de l'écrire, j'ai envie de la garder très égoïstement pour moi. Je sais pas si Genre vous être avez trop belle pour être souillée par de pauvres petits mots qui vont C'est la... ça. Je me transforme en smog, je garde ça dans mon trésor. Parce que si tu l'écrivais, t'aurais peur de pas lui faire honneur, de pas réussir à la rendre aussi belle sur le papier qu'elle peut être dans ton esprit, c'est ça? Ouais. Ouais, moi je comprends, j'ai ça, mais plus avec le dessin qu'avec l'écriture, bizarrement. Sans doute parce que j'ai plus pratiqué, mais des fois j'ai un truc dans ma tête et je sais très bien que j'arriverai pas à le dessiner comme c'est, et du coup je le tente pas parce que voilà, je sais que j'ai justement, et c'est marrant parce que pour le coup, pour le dessin, pour moi c'est vraiment une question technique, parce que je sais que j'ai pas la technique pour arriver à rendre ce que je voudrais. Et Ça marche aussi dans l'écriture, ben, c'est ce que disait Lionel Davoust apparemment, Laetitia, c'est qu'il a dû attendre, j'imagine qu'il avait cette idée depuis longtemps, et qu'il a attendu de se sentir capable de la réaliser. Mais là, en l'occurrence, donc pour revenir à ce syndrome de l'objet brillant, Marie, du coup, t'as saisi cet objet brillant. Comment Ah oui, ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, allez, j'abandonne le premier projet pour me lancer dans celui-là? Et qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que c'était du soulagement, de la culpabilité, juste de la joie? Eh ben, en fait, j'étais au fond du trou, moralement parlant, et j'en avais marre de ce roman, et j'avais cette idée. Et en fait, en termes de concept d'idée, en fait, l'idée initiale de la petite histoire que je suis en train d'écrire sur le carnet marche super bien, et je pourrais faire du copier-coller sur toutes les nouvelles que je fais, et la commencer à chaque fois de la même façon. Et en fait, la situation initiale fait que je peux me lancer comme ça, sans savoir où ça va. Et justement, je crois que j'étais à un stade dans mon roman où, comme je l'avais un peu scripté, eh ben, je savais pas trop. En fait, paradoxalement, j'avais pas quand même détaillé le scénario, mais j'avais l'impression de pas trop savoir où j'allais. Alors que l'autre projet, je ne savais pas où j'allais, mais justement, c'était le concept, enfin, c'était le principe. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Si, ouais. Enfin, du coup, je crois que je suis allée là où je voulais aller, à savoir écrire et pas me prendre la tête avec cette histoire de structure, de personnages, Voilà, j'ai suivi cet objet brillant et on verra ce que ça donne. Je sais pas comment font les auteurs qui se sont lancés justement dans des grandes sagas et qui ça dure mais des années, des années, des années, et de devoir rester dans le même univers, alors que j'imagine qu'ils ont plein de petites idées qui arrivent en cours de route. Ouais, Laetitia? Bah, c'est marrant, Alric et Jennifer Twice, ils ont fait peut-être que c'est ça qui t'y a fait penser. J'allais en parler, ouais. Ouais, ils ont fait un post cette semaine là-dessus, en fait. Eux, ils se sont lancés dans une saga en 7 tomes, et ils ont fait un post sur toutes les idées qu'ils ont, qui sont soit dans l'univers de la passeuse de mots, soit complètement d'autres idées. Et ouais, moi, j'avais trop mal au cœur pour eux. Genre, en plus, il y a genre des slides et des slides d'idées. Et vraiment, à moins d'être, il y a quelques exceptions, mais globalement, moi, il me faut 1 an pour écrire un roman. C'est pas moi l'exception, mais je veux dire, je sais que tout le monde n'est pas dans mon cas, mais je pense quand même que c'est la majorité des gens. Enfin, il faut du temps, quoi, pour écrire un roman en général. Donc ouais, quand tu te lances dans une saga, en général, tu te lances dans 10 ans de ta vie. Enfin, ça me semble, moi, complètement fou, quoi. Georges, on pense à toi. Ouais, je me rappelle d'un auteur qu'on avait vu aux Imaginales aussi il y a quelques années, Scott Lynch, l'auteur de Locke Lamora, qui disait exactement la même chose, et qui disait qu'il avait commencé à écrire Les Salauds Gentilshommes il y a des années, et qu'il n'était plus du tout aujourd'hui la même personne que celle qu'il était quand il avait commencé à écrire le début de sa série, et que c'est pour ça qu'il faisait un battle avec George Martin sur qui sortira le prochain tome de son truc, parce qu'en fait, il était plus du tout la même personne que quand il avait commencé. Il avait plus du tout envie d'explorer les mêmes thèmes dans ses romans,
roman, il avait plus du tout le même rapport à ses personnages. Enfin, c'était passionnant de l'entendre parler de ça et j'avais trouvé ça hyper intéressant à l'époque. Et oui, du coup, lui, je pense qu'il a plein d'autres idées et il reste dans son truc. Enfin, D'ailleurs, non, mais d'ailleurs, tu dis à l'époque, on n'a toujours pas le tome suivant. Non, ouais. Il y a eu quoi? Il y a eu 2 tomes qui sont sortis des Salauds Gentilshommes. Je pense qu'il y en a 3. 3. Ouais. Ouais. Je suis sur 4. Ouais. 4? Bah, enfin, non, 3, mais on attend le 4, quoi. Oui, c'est ça. En même temps, je comprends trop déjà que je trouve dans un roman, moi je vois hein, dans mes 2 romans, j'ai beaucoup évolué entre le début et la fin. Et déjà, il y a une différence à chaque fois dans mes romans entre la manière dont j'écrivais au début et la manière dont j'écris à la fin. Mais alors sur des sagas, je comprends qu'ils aient juste plus envie, quoi. Et qu'ils abandonnent pour le coup, a priori. Enfin, lui, c'est plus assumé. Georges, il fait genre, non, j'ai pas abandonné, c'est en cours. Alors que Scott Lynch, lui, il assume beaucoup plus que qu'il a envie d'abandonner, en fait, finalement. Ouais. Sauf s'il arrive à faire prendre une direction différente qui lui convient mieux à la série, mais en cours de route, c'est pas évident, quoi, parce que les lecteurs, eux, ils attendent une forme de continuité. Ouais. Et dernière question, pour ouvrir, pour conclure. Est-ce que vous avez déjà envie de laisser tomber l'écriture tout court? Pas juste un roman, pas juste pour quelques semaines et je passe au roman suivant, mais vraiment l'écriture, genre allez, c'est bon, je laisse tomber, je passe à autre chose. Laetitia, je t'ai vu hocher la tête. Oh oui, moi de ouf. Oui, bah moi après, donc en 2015, j'ai eu un gros blocage. Enfin, j'ai fini un texte et ensuite j'ai eu un gros blocage. Ensuite, j'ai enchaîné mes débuts d'histoire jusqu'à je sais plus quelle année exactement, où en gros j'en ai eu ma claque. Enfin, j'arrivais jamais à finir. J'avais toujours une nouvelle idée. J'arrivais pas à avancer. Parfois, j'écrivais un peu plus que 30 pages, mais à chaque fois, c'était la même conclusion. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas fait pour moi. Je vais dans un mur. Je suis pas sur la bonne voie. Il faut que j'arrête, quoi. Il faut que j'arrête. Et je me souviens, je vous l'avais dit à l'époque d'ailleurs. D'ailleurs, Marie a un peu la même histoire. Enfin, moi, je me souviens très bien de Marie qui arrête d'écrire. Mais moi aussi, j'ai eu cette étape où je me suis dit, j'arrête tout, en fait, j'arrête d'écrire. Et du coup, c'est à peu près le moment où je me suis mis au stand-up, en fait. Donc, j'ai arrêté d'écrire, mais d'écrire des romans ou des nouvelles, quoi, pour écrire un peu autrement, je pense. Des blagues, quoi. Ce qui m'a permis d'y revenir. Donc, il y a eu ces 2 ans où j'ai pas écrit, j'ai pas écrit de début d'histoire du tout quand on faisait du stand-up, je crois pas. Mais du coup, ça a fait qu'après, Covid, confinement, et là, paf, ça y est, roman qui se termine. Et du coup, le stand-up, ça t'a apporté d'un point de vue narratif, d'écriture et tout? Aucune idée si consciemment, inconsciemment, je veux dire, peut-être. Le stand-up, alors, je pense que ça m'a aidé pour l'exercice dont tu parlais tout à l'heure. Grâce à toi, j'avais fait aussi l'année dernière le write-over. Et là, il y a une espèce de, quand t'écris en très très peu de caractères, le stand-up, c'est un peu ça. Enfin, c'est d'écrire vraiment des vannes. Et les vannes, ça a des constructions. Donc ça m'a appris. En fait, je pense qu'aussi ça a fait maturer l'idée en moi qu'il y avait des techniques d'écriture, tout simplement, puisque du coup j'avais des cours vraiment d'écriture. Parce que toi, Christelle, t'as eu plus jeune aussi. Donc ce que tu disais du coup. Ouais. Voilà. Ouais, moi c'était sur la poésie, donc c'est complètement différent. Mais oui, je pense que d'aller vers d'autres techniques créatives, d'autres arts, je pense que Léa, t'es bien placée pour le dire. Ça nourrit aussi la créativité, ça veut pas dire, ça peut être bien des fois de laisser tomber l'écriture, je pense, pendant un temps quand on n'en peut vraiment plus. Et moi, je sais que j'ai besoin même, je me fais des périodes où j'écris pas, parce que justement, comme je disais tout à l'heure, je prends le temps que l'écriture me manque pour avoir vraiment envie d'y revenir, de laisser maturer une idée, il y a une forme de séduction presque où j'attends que l'idée s'approche de moi, de voir si vraiment ça va matcher entre nous et après j'y vais, quoi. Toi, Marie, je sais qu'il y a carrément eu une période où vraiment tu avais dit, mais moi c'est fini, je veux plus écrire, je suis plus auteur. Ah oui. Après, je pense que moi, je pense que c'est vraiment une page qui s'est tournée au point de vue de l'édition. Moi, je suis pas sûre de vouloir revenir dans le monde de l'édition un jour, en fait, parce que j'ai vécu ce que j'avais à vivre. Et en fait, moi, je m'en suis rendu compte, par exemple, on est allé à l'Ouest Hurlant, c'était fin avril, et je me suis dit, mais en fait, ça ne me fait plus du tout envie de redédicacer des livres derrière une table. Mais par contre, j'ai renoué avec la lecture, vraiment. Je lis des bouquins comme je n'en ai jamais lu depuis que j'ai été autrice. Et ça, je pense que c'est vraiment une page qui s'est tournée. Par contre, l'écriture de fiction me plaît toujours. Et aussi, je découvre d'autres façons de les partager.
par exemple, sur les réseaux sociaux, c'est aussi une bonne façon de partager. Le Wrighttober, c'était un nouveau canal que j'ai découvert. Puis l'écriture en soi, ça reste quand même mon métier parce que je suis plus autrice, mais je continue d'écrire des contenus pour le web. Et ça, c'est vraiment dans mon ADN. Écrire, vraiment, je pense que je pourrais pas arrêter de le faire, mais il y a certaines choses, par exemple, écrire des romans édités. Voilà, là, je pense qu'il y a eu un chapitre de coup. Toi, Laure, c'est quoi ton rapport à ça? C'est dur, j'étais en train de... Ouais, je sais pas. Moi, cette question, elle me trigger vachement. Euh, Mais moi, c'est plutôt le contraire. J'aimerais avoir vraiment la motivation de reprendre l'écriture et de lui donner une vraie place dans ma vie. Et c'est avec ça que je galère. Et, et en fait, je me fais des moments comme ça où je fais un peu ce vœu pieux, mais en fait, manifestement, c'est pas une envie suffisamment forte pour que ça se transforme en fait, en truc réel dans ma vie. Donc moi, ce serait, je me dis, en fait, si t'étais honnête avec toi-même, peut-être que t'oserais te dire que tu ne réécriras plus jamais, en fait, de ta vie. Et que c'est OK. Mais je pense que j'ai une fierté personnelle et une envie de me dire que si je vais réécrire et que cet âge d'or, entre guillemets, que j'ai connu à 15 ans maintenant, je le retrouverai un jour. Mais c'est super dur parce que c'est une espèce de de rapport à moi-même avec lequel je suis pas totalement avec laquelle j'ai pas fait je suis pas en paix genre voilà mais c'est vrai que ouais je donne beaucoup de place à mon taf dans ma vie, je trouve pas après je peux me trouver 1 milliard d'excuses voilà, mais donc voilà. Mais sache que moi, je comprends de ouf ce que tu es en train de dire alors. Je veux dire à tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, disclaimer, que j'ai pas écrit une ligne ou dessiné un trait, alors que vraiment c'est hyper important dans ma vie, entre je pense 2014, qui est le début de ma vie professionnelle, et 2019-2020, donc là le début du Covid, où comme beaucoup de monde, je me suis retrouvée renfermée chez moi et j'ai eu beaucoup d'énergie pour faire des trucs pour lesquels j'avais plus tellement d'énergie en fait. Et je me suis remise à dessiner à fond et à écrire. Et je pense que dans toutes mes jeunes années professionnelles, j'ai mis tout mon jus créatif dans mon métier, qui est un métier créatif. Même si, le métier d'éditeur, ta créativité, elle reste limitée et bornée parce que tu es au service des textes. En fait, c'est un métier où tu rédiges des quatrièmes de couverture, tu rédiges des argumentaires de vente, enfin, tu écris tout le temps et tu es au service du texte des autres. Et maintenant que je suis plus posée, entre guillemets, et rodée à mon métier, j'ai plus d'énergie créative pour moi et du coup, je peux me permettre de m'épanouir artistiquement à côté. Et je pense que toi, alors c'est un peu pareil, tu mets énormément de ton énergie et de ton énergie créative dans ton boulot. Et peut-être c'est plus compliqué d'en mettre dans l'écriture ou dans toute autre forme d'art et d'expression personnelle, en fait. Après, je comprends, c'est aussi une idée avec laquelle j'ai beaucoup lutté, mais pendant des années. Je pense peut-être de mes 20 à 25 ans. Où je me disais, est-ce que j'ai vraiment envie d'écrire parce que c'est en moi, parce que pareil, quand j'étais petite, quand j'étais plus jeune, plus ado et tout, j'écrivais beaucoup, etc. Ou est-ce que je me suis créé une identité qui fait que je me suis dit, mon truc, c'est l'écriture, et donc je n'ose plus m'en défaire par peur de perdre cette identité-là. Et j'ai beaucoup lutté avec ça, et en fait, je me suis dit, mais en fait, ton identité, est-ce que tu choisis d'en faire? Et si tu as choisi que c'était l'écriture, et peu importe que ça vienne d'un truc de tripes, de l'enfance et d'un truc inné, ou que tu aies choisi, que tu l'aies construit petit à petit, c'est le choix que tu as fait, donc ça marche quand même, tu vois. C'est un choix que tu continues à faire au fur et à mesure du temps, mais voilà. C'est comme ça que je me suis sortie, me dépatouiller un peu de ce questionnement existentiel. Ouais, je trouve que c'est hyper intéressant ce truc de est-ce que c'est la personnalité que je me suis donnée entre guillemets, parce que c'est ça aussi les moments qui ont été vraiment les plus créatifs et tout. En plus c'était l'adolescence, donc c'est ce moment aussi où tu fais des plans sur la comète de ce que tu vas être, de ce que va donner ta vie et tout ça. Marie? Oui, moi je voulais reparler encore de Christelle Dabos de L'imagination prend feu. Ouais. Il y a un passage moi que j'ai adoré, elle dit oui, moi quand j'étais ado, j'écrivais beaucoup et j'avais l'impression que ça flamboyait d'originalité et tout. Et en fait, en revoyant ces manuscrits de jeunesse, il n'y avait aucune idée originale là-dedans. C'était que des fées, des elfes et tout. Et c'est pas pour dire qu'on n'est pas créatif quand on est ado,
mais c'est aussi, je pense, qu'on a une sorte de feu primaire quand on est ado et de joie de créer qu'on perd en grandissant parce que l'âge fait que. Et c'est pas parce qu'on l'a moins en écrivant plus tard que le travail qu'on fait est moins intéressant et moins vivant, a moins de valeur en fait. Oui, complètement. C'est un beau mot de la fin. Ça me fait penser à Laïra dans La Croisée des Mondes avec la laitiomètre. Quand elle est enfant, elle en a l'intuition et quand elle est adulte, elle doit réapprendre à l'utiliser avec son intelligence. C'est beau. Wow. Ça me fait penser à ça, Marie. Ouais, c'est vrai. L'écriture, c'est comme un laitiomètre magique. On a même notre intuition. On a le mot laitiomètre. Je pensais pour le mot de la fin, donc à mettre dans vos commentaires si vous nous avez écouté jusqu'au bout. Je pensais au mot brillant, tout simplement, pour l'objet brillant. Est-ce que vous aviez d'autres idées? Très bien. Brillant. Très bien brillant. C'est peut-être plus simple qu'à laitiomètre. Oui, tout à fait. C'est clair. Et donc, mettez le mot brillant ou un petit emoji qui scintille si vous nous avez écouté jusqu'au bout. C'était un épisode plus profond qu'il y paraît dans le thème de rapport identitaire à l'écriture. En tout cas, j'ai adoré cette discussion. Merci les filles, c'était hyper intéressant et ça fait réfléchir comme d'habitude. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Donc n'oubliez pas de commenter, de partager cet épisode à vos amis qui écrivent si vous pensez qu'ils peuvent se reconnaître là-dedans ou que ça peut les motiver, les aider. Et puis on se retrouve, alors je vais vous dire la date tout de suite, ce sera tout simplement le premier dimanche de septembre, puisque c'est le premier dimanche de chaque mois, sauf en août où on fait une pause. Et donc ce sera le dimanche 3 septembre qu'on se retrouvera pour la saison 2 du club où on discute d'écriture sans filtre. Et ce sera donc l'épisode 16. Salut les filles, salut tout le monde, passez un bon été et à très bientôt. Salut.